j'ai épluché les archives de Dakar, j'ai épluché celles de Nantes, qui sont de plus en plus accessibles et ouvertes aux chercheurs et aux citoyens d'ailleurs. Et j'ai fait une sorte d'inventaire de toutes les révoltes qui avaient eu lieu sur des bateaux. En 1998 déjà, on avait fait un colloque sur l'abolition qui était un colloque très nettement anti-esclavagiste où on avait réuni les chercheurs des 3 continents. On a toujours travaillé sur ce thème-là parce que c'est une partie de nous-mêmes. Et si on ne le comprend pas, on ne se comprend pas soi-même et on finit par être mal dans sa peau. Ce qu'on ne dit jamais, c'est que ce sont des Africains qui ont été vendus, puis qui ont été vendus, achetés, vendus aux Antilles et non pas des Antillais. Les Antillais n'existaient pas. On devient Antillais une fois qu'on est passé par l'habitation. C'est triste à dire. Bon, il faudra qu'on règle cette question-là aussi. Peut-être en faisant une apologie conséquente, bien documentée de toutes les formes de marronnage. On ne trouvera pas forcément toujours ce qu'on cherche. C'est comme pour la 10e révolte de Gorée. J'aurais préféré trouver un acte héroïque. Je suis tombé sur une dénonciation, mais la révolte était là. Et ça, c'est important. Ah, Yombo Damasala Wabalembe la Chintu Kalala. Anga Mungwela Mbwakiludi Ntona Makakala. Yé. Et la parole viendra. La parole éclatera un jour, c'est obligé, ce jour n'est pas loin. Un beau matin tranquille, la parole leur pètera sous le cul. Alors ils se retrouveront tout cons assis par terre avec leurs diamants, leurs buildings, leurs canons. La parole leur viendra du ciel, des étoiles, de la terre, du fin fond des mers, de la forêt, des montagnes, de la pierre, du désert et des cimetières. Et encore du passé. Et ça montera, et ça descendra, et ça leur tombera droit sur la gueule comme des pieux d'acier, comme des lances de flammes en plein dans le con jusqu'à la gorge, par le crâne transpercé et les talons, et le nombril. Foutu nombril. Sauront plus où se mettre, pourront plus se planquer. Tout nus seront au grand jour à poil, en pleine lumière, l'âme fendue, la coupe tendue, pyramide couchée à craquer, puissant soleil rayant de sang. Yeah, Wabalembe la Chintu Kalala. Comprendront rien, puis ils comprendront leur merde rien que par la parole. La parole leur donnera leur mère. La parole sortira de la parole et la vérité de la parole. Des serpents de vérité, des tripes de vérité, des langues de vérité, rien que de vérité des piles, un déluge de vérité qui sortira de la parole. Une parole qui viendra de loin, de très loin, de rien, du vide, qui commencera du vide, du moins que rien. Des estomacs cornus, des orbites creusées, des mémoires criblées, âme damnée qui bouchera le vide, poussant, enflant, dur, noir, et qui jaillira, éclatera pour cracher la vérité. Une pluie de vérité, rien que de vérité de braise, lave de vérité. En règle générale, la connaissance est mieux que l'ignorance et que la bêtise. En général, l'ignorance et la bêtise vont ensemble. Donc, il vaut mieux connaître que d'être ignorant. Il y a une occasion ratée dans l'histoire de l'humanité. Il y a 3 mouvements qui se rejoignent pour abolir. Les Haïtiens, bon, il y a les résistances africaines, les Haïtiens, et qui vont en délégation demander aux révolutionnaires français d'abolir tout de suite. Ça se fait, et 6 mois après, patatras. Et ça, c'est ça le problème. La seconde abolition, elle sera colonialiste. Il y avait 3 délégués qui sont allés ensemble dire que l'esclavage était aboli en Haïti et que la légalité de l'épiderme était décrétée. Et la seconde abolition, ou les secondes formes d'abolition, sont à l'origine de tous les préjugés qui courent finalement encore aujourd'hui.
le législateur colonial a institué une obligation très spéciale que les Blancs et les Noirs s'assimilent à des identités fictives et hiérarchisées. Et dans sa distribution des rôles, il a assimilé les Noirs aux êtres de fiction inférieurs et les Blancs aux êtres de fiction supérieure. Quelle est cette idée de liberté qui passe par mettre les autres peuples à genoux? Parce que l'Europe a mis des milliers de peuples à genoux. Tu vois, et sous le prétexte des libertés, il continue d'ailleurs. Quand on parle d'esclavage, on met toujours en avance les Noirs qui ont collaboré. Mais quand on parle d'abolition, on met toujours les Blancs qui ont signé les décrets comme grands abolitionnistes. Cette façon dont les autorités officielles françaises célébraient l'abolition et rien que ça, rendaient hommage à Victor Schœlcher et à personne d'autre. Victor Schœlcher étant un immense humaniste, ça n'est pas le sujet. Mais voilà, il rendait hommage à Victor Schœlcher et à personne d'autre. Il m'a semblé qu'il était de mon devoir de dire aux autorités françaises que la France avait été certes abolitionniste, mais qu'elle avait été abolitionniste parce qu'elle avait été esclavagiste. Et que les autorités françaises ne pouvaient pas se contenter de célébrer l'abolition, qu'elles devaient faire face à cette histoire, à sa violence, au bouleversement que cette histoire a provoqué dans le monde, à ce qu'est le monde aujourd'hui, avec l'empreinte évidente de cette histoire sur les 3 continents directement concernés, c'est-à-dire en Europe, quoi qu'il pense, en Europe, en Afrique, bien entendu, dans les Amériques et les Caraïbes, c'est encore plus évident puisque le peuplement lui-même en a été profondément modifié, et que l'Asie elle-même a été arrimée à cette histoire. Et que non seulement il fallait contraindre les autorités françaises à sortir du tropisme de l'abolition et à affronter la réalité de la traite et de l'esclavage, il fallait les conduire aussi à poser cette parole solennelle pour donner un nom et un statut au crime. Et c'est dans cet esprit que j'ai rédigé cette proposition de loi que j'ai soumise à mon groupe. Je l'ai rédigée d'une traite en sortant de moi des choses dont j'ignorais qu'elles existaient en moi. Et j'ai déposé ce texte en me disant que je ne fais pas de concession. Voilà, je dis, ou bien le Parlement français est en mesure d'entendre cela et de légiférer, ou bien il n'en est pas capable. Mais je ne ferai pas la moitié du travail pour lui, à savoir soit l'exonérer d'affronter la difficulté de cette réalité, soit l'aider à contribuer d'une certaine façon, non plus à l'oubli total, non plus au silence total, mais à un demi-oubli, un demi-silence. Voilà pourquoi j'ai rédigé cet exposé des motifs et cette proposition de loi qui a été substantiellement modifiée, pas totalement, mais substantiellement modifiée, et que j'ai donc déposée à l'Assemblée. Alors, je ne vais pas raconter le reste, parce que je vous ai dit que je ne vais pas parler de choses qui me ramènent des fameuses boules dans la gorge. Il décidera ce qu'il voudra, mais il ne peut pas nous fermer la porte du tribunal. Et c'est bien ça l'enjeu du procès qui se déroule en ce moment à la Cour de cassation. Est-ce que, oui ou non, les crimes contre l'humanité qui ont été reconnus par la loi de 2001 relatifs à l'esclavage aux Antilles doivent pouvoir être considérés comme imprescriptibles, comme nous le soutenons? C'est bien une question de droit que nous portons devant la Cour de cassation, et si nous n'obtenons pas satisfaction, nous la porterons demain devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je me permettrai, j'avais posé la question tout à l'heure, on va parler de réparation. Où il y a quelqu'un un jour qui m'a dit voilà, pourquoi tu veux que moi je sois responsable des erreurs, des crimes commis par mon arrière-grand-père? Pourquoi parler de réparation? Pourquoi ne pas s'arrêter au pardon et on essaye d'avancer ensemble au présent aujourd'hui? Si on dit pardon, on parle de morale. Oui. Et si on dit réparation, on parle de droit. Et si on confond droit et morale, c'est la fin de la séparation des pouvoirs tel que l'avait Montesquieu. Oui. Vous savez, Montesquieu dit il y a le pouvoir, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. En bonne grammaire française républicaine. Le législatif renvoie au droit. L'exécutif renvoie au droit. Le judiciaire renvoie au droit. Aucun de ces trois chapitres ne renvoie à la morale. Pour qu'un thème de morale devienne un thème de loi, n'est-ce pas, il faut tout simplement que le législatif s'en mêle. C'est comme quand on a déclaré, par exemple, que le crime contre l'humanité est un crime imprescriptible. L'imprescriptibilité est passée
d'une option morale à un choix judiciaire. Il faut donc que le législateur dise je prends ce mot-là ou ce principe-là de la morale et je l'intègre au droit. D'accord? Mais en ce qui concerne notre affaire, ça n'a pas été fait. L'exécutif passe son temps à déclarer que c'est trop tard pour les réparations, que c'est pas possible, que ce n'est pas faisable, que c'est pas commode. Mais le législatif, n'est-ce pas, n'a jamais dit je vais m'attribuer à moi, le législatif, de gérer un taux moral. Ça n'existe pas. Par conséquent, si votre ami vous disiez pourquoi la personne dit pardon, il faut lui répondre que tout simplement, on peut pas faire. Moi, je peux pardonner mon créancier. Moi, je peux pardonner mon créancier de l'illégance de ce truc, mais tout en pardonnant mon créancier, je peux exiger réparation. On se moque de nous parce que il semblerait que nous complicions dans la repentance. Mais pas du tout. Nous ne demandons pas la repentance. L'État se repent si on a envie ou pas. Nous, on veut tout simplement que l'on dise combien cela représente comme désastre économique, combien cela économique comme désastre financier et comme peine morale, et on veut une réparation des dents. Et la réparation des dents, encore une fois, c'est du domaine du droit. On peut abandonner le droit. On peut dire le droit n'est pas intéressant, tournons-en la morale. C'est un choix. Les curés font ça. Ils savent faire ça très très bien. Les curés, les pasteurs, les musulmans peuvent faire. Mais l'État n'a pas tenu ce langage. Non mais l'État a à dire je répare ou à dire je ne répare pas. Il n'a pas à dire, il semblerait que c'était bon, s'il pleut pas, si tout va bien. Non, l'État a à dire, je reconnais qu'il y a une réparation à faire pour tel ou tel principe, ou bien je ne reconnais pas qu'il y a une réparation. Il y a des mouvements en France qui font que l'on en parle, il y a des procès en cours, il y a des mouvements aux Amériques sur ce domaine, et il faudra que l'on y revienne, et il faudra tout de même faire sauter cet argument de l'anachronisme. Schœlcher y l'abolition de l'esclavage. Au XIXe siècle, Schœlcher est un humaniste français hostile à l'esclavage tel qu'il se pratique partout dans l'univers concentrationnel d'Amérique. Il a l'intelligence de comprendre que la violence primaire déployée par les puissances européennes dans l'anéantissement des Africains et des Afro-descendants est une entreprise criminelle de déshumanisation aux conséquences désastreuses, car la déshumanisation de la victime sert aussi à déshumaniser les victimaires. Et si Schœlcher avait encore vécu dans les années 1930-1940, il aurait certainement reconnu dans la politique nazie d'extermination une prolongation des atrocités qu'il avait observées et dénoncées dans l'univers concentrationnel américain dès les années 1930. À l'époque, il souligne, je cite, « Le droit fondé sur la violence est fatalement condamné à la violence pour se maintenir. La logique veut qu'une société, quelle qu'elle soit, trouve les moyens de se conserver. Quand la société est contraire à la nature, elle ne peut se garder que par des lois contraires à l'humanité. Plus l'obéissance que l'on exige est difficile, plus la peine contre la désobéissance doit être impitoyable. Rappelons-nous qu'à l'intérieur du système juridique qui gère la négation même de l'humanité dans l'univers concentrationnel d'Amérique, un blanc, parce que blanc, peut s'en prendre à un noir et le brutaliser sereinement, en toute légalité, sans heurter la norme ni la bonne conscience. Dans ce processus de normalisation de la barbarie, souvent, les pires atrocités ne peuvent pas s'expliquer par la notion du profit. Et ces actes de barbarie, ces atrocités,
Ces monstruosités sont perpétrées publiquement par des personnes qui n'ont rien de monstruose. Churchill comprend assez rapidement et voit venir la débâcle morale qui découle d'une entreprise de déshumanisation, laquelle normalise les crimes dans ses formes les plus abominables et lui donne même une justification raciale. Il craint le retour de cette violence que l'Europe exporte depuis des siècles. Cette préoccupation se traduit dans la critique qu'il fait à la capacité du père là-bas de s'accommoder volontiers aux pires atrocités. En effet, Jean-Baptiste là-bas, intellectuel missionnaire de l'ordre des Dominicains, raconte, en rendant compte de son débarquement à la Martinique, il dit, je cite, « Il vint un grand nombre de nègres à bord. Beaucoup d'entre eux portaient sur le dos les marques des coups de fouet qu'ils avaient reçus. Cela incitait la compassion de ceux qui n'y étaient point accoutumés. Mais on s'y fait bientôt. » Fin de citation. C'est à quoi Schœlcher réplique en disant « La chose est vraie pour les soudards semblables au révérend là-bas, et pour les gens qui arrivent aux colonies sans avoir l'esprit préoccupé du fait social que nous étudions. Peu à peu, ils adoptent les mœurs et les idées du pays. On s'y fait, selon les mots cruels du père là-bas. Pour les philosophes, il n'en est pas de même. La sympathie qui lui inspiraient les esclaves avant de les connaître surmonte de toute la douleur que doit produire en une âme élevée le tableau triste de la dégradation humaine. » Fin de citation. Churchill savait que si tous les Européens n'étaient pas des soudards, ils n'en étaient pas tous non plus des philosophes porteurs d'une âme particulièrement élevée. Et il était bien placé pour le savoir, puisqu'il connaissait fort bien son ami Alexis de Tocqueville, mentionné encore aujourd'hui comme l'humaniste français du XIXe siècle. Le 30 mai 1845, lors de son intervention à l'Assemblée nationale dans la discussion de la loi sur le régime des esclaves dans les colonies, Tocqueville dit « Et moi aussi, monsieur, j'ai désiré, comme l'honorable préopinant, que la révolution que je souhaite puisse se faire par l'appui et avec l'initiative des colons. Et moi aussi, je crois que si la révolution pouvait se faire de cette manière, elle serait plus sûrement et mieux faite. Mais je le déclare, je désespère pour ma part qu'un tel résultat soit désormais atteint. » Fin de citation. Autrement dit, Tocqueville veut bien considérer la libération des victimes, mais avec la participation des victimaires, et si possible, par initiative des victimaires, car il est profondément convaincu que, je cite, « quelque respectable que soit la position des Noirs, quelque sainte que doive être à nos yeux leur infortune, qui est notre ouvrage, il serait injuste et imprudent de ne se préoccuper que d'eux seuls. Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres. » Fin de citation. Leçon un peu particulière de l'équité chez Tocqueville le pousse à plaider la cause des colons jusqu'à l'indécence. Il dit, une dernière garantie qu'il est équitable d'accorder aux colons, c'est une indemnité représentant la valeur vénale des esclaves mis en liberté. Fin de citation. Mais pour maintenir la production sucrière,
qui est la seule industrie des colons en Martinique, Guadeloupe et Guyane, ceux-ci continueront à avoir besoin du travail des Noirs devenus libres. Or, l'humaniste français, habité par son grand sentiment d'équité à l'égard des colons, lesquels ne devraient pas voir diminuer leurs bénéfices à cause de la liberté des Noirs, prophétise dans les termes que voici. Tant que la trace de l'esclavage ne sera pas effacée, les Noirs auront naturellement peu de penchant à travailler pour le compte d'un maître. Ils préféreront vivre indépendants sur leur petit domaine, alors même qu'ils retireraient ainsi de leur travail une moindre essence. Si au contraire, les nègres émancipés, ne pouvant ni demeurer en vagabondage, ni se procurer un petit domaine, en étant réduits pour vivre à louer leurs services, il est très vraisemblable que la plupart d'entre eux resteraient dans les sucreries et que les frais d'exploitation de ces établissements ne s'élèveraient pas outre mesure. Fin de citation. En conséquence, Tocqueville, le philosophe, l'humaniste, est favorable à une mesure interdisant aux Noirs la possession de la terre, et d'ajouter cette infâme précision. Je cite, « Assurément, il n'y a pas là de tyrannie, et l'homme auquel on impose que cette gêne au sortir de l'esclavage ne semble pas avoir le droit de se plaindre. » Fin de citation. C'est ainsi que l'État français, garant de la sacralisation de la propriété privée, assume le paiement des réparations versées aux esclavagistes afin de les dédommager pour la perte de leur bétail humain. Et dans le même temps, se donne les moyens pour interdire aux Noirs l'accès à la propriété foncière. Aucun doute pour nous. Dans l'absence de droit, dans la violence extrême, et surtout dans les discours de justification correspondant à la réalité vécue dans les camps de concentration allemands, Victor Schœlcher n'aurait pas pu ne pas reconnaître les caractéristiques de l'univers concentrationnaire d'Amérique.